Xiaomi YU7, le SUV, qui a été présenté donc officiellement. Malgré une période, on va dire, de critique et d'attaque de ses concurrents. La deuxième voiture électrique de Xiaomi est là. Après la sucette, une berline électrique qui s'est déjà vendue à plus de 250 000 exemplaires. Voici donc le YU7, le SUV électrique. 5 mètres de long, 2 mètres de large, au moins, voilà, à 0,1 mm près, enfin même à 1 mm près la longueur et 4 mm la largeur pour être exact, c'est des chiffres ronds quoi. L'esthétique est très léchée, se décline en 9 coloris, dont un étonnant vert émeraude. 3 versions sont annoncées avec des performances dignes d'un modèle sportif. La déclinaison Max AWD affiche des chiffres rares pour un SUV. 3 secondes 23, le 0 à 100. Une vitesse de pointe de 253 km/h grâce à deux moteurs développant un total de 690 chevaux et 866 Nm de couple. La version propulsion est Pro 4 motrices, 5 secondes 88 et 4 secondes 27 le 0 à 100. Ce qui est déjà très bien, hein, plus de 300 chevaux pour la version propulsion. La version propulsion est équipée d'une batterie LFP de 96,3 kWh. Elle annonce 835 en cycle chinois. Bon, ça fait 650 chez nous, ou 700 peut-être. Ouais, plutôt 700. Bon, entre 650 et 700, disons ça comme ça. La transmission intégrale, c'est 770, donc 600 chez nous, à peu près. Par contre, il y a une batterie de 101 kWh et c'est du NMC. Pas du LFP du coup. Toutes les versions fonctionnent sur du 800 volts. Leijun a dit que le véhicule serait capable de reprendre 620 km d'autonomie en 15 minutes. S'il dit vrai, il pourra s'agir d'un des meilleurs temps de recharge du marché. Le poids de l'engin électrique varie entre 2 tonnes 1 et 2 tonnes 4 selon la config. Bon, alors sûrement le LFP est beaucoup plus lourd du coup. Donc à mon avis c'est la version 4 motrices LFP quoi, qui est si lourde. La Pro AWD quoi. La Max AWD doit être un peu moins lourde je pense. Les sièges avant dits zéro gravité sont inclinables à 123 degrés et massants sur 10 points. Les passages arrière disposent de sièges réglables électriquement et d'un écran de 6,68 pouces. Le tableau de bord embarque Hypervision, un écran de 1,10 m, composé de 3 mini LED avec une résolution au niveau de la rétine. Côté conduite assistée, toutes les versions sont équipées en série du capteur LiDAR, d'un radar 4D mmWave, de caméras anti-éblouissement et d'un système embarqué NVIDIA Drive AGX Store. Ce matériel alimente le système d'aide à la conduite développé par Xiaomi. Un élément clé à cette stratégie sur le long terme est sujet à controverse. Leijun n'a pas révélé le prix, mais il a démenti une rumeur selon laquelle il serait vendu à 24 500 euros. Ah, ça sera plus cher que ça, c'est obligatoire. Vu les caractéristiques, bon. Donc le prix sera dévoilé en juillet. Il faudra attendre un petit mois et demi. Et en Europe, ils arrivent en 2027, normalement. Ça va commencer par la berline, après le suivant en 2028 sûrement. Mais ils arriveront, ces véhicules, sur le marché européen, mais bon, ça sera beaucoup plus cher évidemment. Eh ben, à mon avis, ça va être minimum 30 000 euros la version propulsion. Alors 30 000 euros en monnaie chinoise, hein. Bon, c'est sûr que chez nous, ce serait 50, 55 peut-être pour la version propulsion, avec les taxes et tout. Il n'y aura pas de miracle, hein. À voir, donc, mais très bonne stat, très bonne caractéristique en tout cas, encore une fois. Honda freine un peu sur l'électrique. Décidément, l'électrique n'a pas la cote au Japon. Chacun leur tour, les constructeurs automobiles nippons annoncent lever le pied. Pour s'adapter à leur évolution trop lente, selon eux, du marché, ils réduisent leur investissement et mettent le paquet sur l'hybride. Honda, vous avez vu la gueule de leur projet des voitures électriques là. Franchement, quand tu vois le Honda N1 déjà, ça vend pas du rêve, hein. Je persiste à dire que la Honda E elle aurait mérité un restylage avec une batterie plus grande. Parce qu'il y avait une bonne idée avec cette voiture quand même, mais elle était trop chère pour le peu d'autonomie qu'elle avait en fait. C'est pour ça qu'elle n'a pas marché. Toshihiro Mibe justifie cette stratégie par l'environnement incertain dans lequel évolue l'industrie automobile. Il cite notamment la révision de nombreuses politiques publiques en matière d'environnement. Aux US, l'abrogation par l'administration Trump d'un décret adopté par Biden qui fixait à 50% la part des VE dans le mix d'ici 2030 illustre ce retour en arrière. En Europe, la Commission pourrait également faire marche arrière sur l'échéance de 2035. Il se dit que certaines motorisations hybrides seront encore acceptées après cette date. Enfin, les carburants devraient aussi avoir un rôle à jouer dans la transformation du secteur. Nissan a aussi reculé sur ses ambitions électriques. L'entreprise a abandonné un projet de Gigafactory. On l'avait vu, ok. Donc ils veulent faire un pont avec l'hybride. Les modèles achevés prévus à partir de 2027 devront accompagner la transition tout en tenant compte des réalités du terrain, coût, acceptabilité sociale, réseau de recharge et maturité technologique. Pour Honda,
C'est une manière d'avancer sans précipitation tout en continuant à verdir son catalogue. Honda tient à rappeler qu'il ne renonce pas à ses objectifs sur le long terme. Le constructeur vise toujours une neutralité carbone complète de ses véhicules et activités d'ici 2050, et un mix de vente zéro émission dès 2040, électrique ou hydrogène. Pour y parvenir, l'hybride est vu comme un levier intermédiaire capable de concilier impératifs écologiques et contraintes économiques. Ils ont suspendu leur projet pour 2 ans en Ontario, Canada. 9,5 milliards d'euros gelés, faute de perspectives commerciales jugées suffisantes. Le groupe garde l'option d'y revenir, mais le message est clair. L'électrique ne progresse pas au rythme espéré. Voilà, parce que les prix, ils baissent pas forcément, même ils augmentent avec l'inflation. Les gens ont de moins en moins de sous pour acheter des voitures neuves déjà. Donc ça baisse, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, de toute façon les constructeurs japonais, hormis Toyota qui est quand même un monstre en termes de production de véhicules, même si je suis pas fan de cette marque pour autant, mais faut reconnaître qu'ils enchaînent quoi, ils vendent, ils vendent, ils vendent. Bah les autres, ils essaient de suivre derrière, mais Nissan, Honda, surtout Nissan pour le coup. Puis genre, je parle même pas des autres qui sont anecdotiques, Mazda, c'est devenu ridicule quoi. Ça va être compliqué hein, dans le futur les Japonais. Hein. Ah là là, bon bah voilà pour cette décision de Honda. Opel Mokka GSE, une espèce de voiture de rallye. Ouais, d'accord. C'est assez bizarre. C'est en 2022 qu'Opel a annoncé un timide retour des modèles sportifs dans sa gamme. L'opération OPC a vécu. Ce sont désormais des GSE avec un E comme électrique. Un démarrage soutenu par Restomod de l'Opel Manta. Les premiers modèles de série affublés du label ont été les versions les plus puissantes des Opel Astra ou Grandland. En version hybride rechargeable, mais la marque semble vouloir donner un peu plus d'élan à cette famille de modèles. C'est le petit SUV Mokka qui s'y colle en version GSE Rally. Opel a en effet choisi de démarrer avec un véhicule de compétition. Ok. Alors, les caractéristiques. 280 chevaux en pic. On est toujours sur 54 kWh, la batterie. Ce qui fait 300 km. Et pourquoi ne pas augmenter un peu la valeur des batteries pour les SUV sportifs, pour les véhicules sportifs? Parce que là, ça fait un peu pitié, quoi. Ça va être pareil pour la 208, je suis sûr. De toute façon, c'est quasi sûr qu'elle va avoir 280 chevaux, la 208 GTI. Et s'il faut une 308 GTI, elle sera plus puissante, je pense. Ce qui serait logique. Ok, bon. Pas ouf, pas foufou, hein, quand même, bof. LG prépare un concurrent au modèle Y de chez Tesla. Ce sera le MG S6. Un SUV aux ambitions bien plus importantes que celles du Marvel R. Le Marvel R, franchement, je l'ai trouvé pas mal, pas si mal. Hein. Dommage de ne pas l'avoir amélioré et restylé un peu, pour lui donner un second souffle. Tenez, si vous savez pas ce que c'est, on peut aller voir vite fait. Il était pas si mal, hein, ce truc-là, je trouve. Bon, par contre, l'autonomie et l'efficience, c'était pas trop ça. Hein. Mais moi, je le trouvais pas si moche. Il avait certains atouts, quoi. Il date de 2021, quand même. Hein. Son grand écran, là, comme ça, c'était pas mal. Hein. Le groupe SAIC a compris qu'il était important de développer une identité cohérente à son label phare plutôt que de piocher dans les modèles dans ses autres marques pour construire une gamme disparate. Le S6 apparaît comme une vraie version imposante du S5, plus imposante. Les détails ne sont pas encore connus, il devrait mesurer plus de 4,70 m. La batterie devrait être autour de 75 kWh. Bon, je dirais même 77, ils vont reprendre la batterie de la Cyberster, hein, au final. Et la MG4 Long Range, a priori. Ok, bon, à voir ce que ça peut donner. De toute façon, oui, il faut une gamme... chez MG, il faut une gamme plus large que ce qu'ils ont. Et avoir le restylage de MG4, ce que ça donnera à l'avenir aussi. Parce qu'il y en aura sûrement un jour ou l'autre. Affaire à suivre.